à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Dans l'actualité ce soir, ce drame hier à Binat, une petite commune du Loir-et-Cher. Une habitante du village a été tuée alors qu'elle se trouvait chez elle. L'auteur présumé serait un jeune homme de 19 ans. Il aurait porté des coups à la gorge de la septuagénaire. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Vendôme. Aurélie Renaud. Binat, 750 habitants en plein cœur du Loir-et-Cher, une commune sous le choc. Hier en fin d'après-midi, une habitante du centre-bourg a été tuée à son domicile, situé rue du Puy, où elle vivait seule. L'auteur présumé serait un jeune homme de 19 ans. Il habite lui aussi la commune. Il s'est livré à la brigade de recherche de Vendôme. Arrivés sur les lieux du drame, les gendarmes ne peuvent que constater le décès de la vieille dame. Elle aurait été égorgée. Selon nos confrères du Parisien, l'auteur présumé serait resté dans la maison de sa victime jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Placé en garde à vue, il souffrirait de troubles du comportement et devait subir une expertise psychologique. L'enquête devra déterminer le pourquoi de ce passage à l'acte. La victime et l'auteur présumé n'avaient pas de lien de parenté. Après le Clos Lucé d'Amboise, c'est au tour du château de Chenonceau de recevoir le label Sécuricite. La convention a été signée ce matin à Tours. Autour de la table, le commandant de la gendarmerie d'Indre-et-Loire, la gestionnaire du château, le préfet d'Indre-et-Loire et le maire de Chenonceau. Objectif du dispositif, renforcer la coopération entre les services de sécurité du site touristique et de la gendarmerie d'Indre-et-Loire. Un label rassurant pour les 850 000 visiteurs annuels et d'autant plus important que le château vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On écoute Laure Meunier, gestionnaire du château, et Louis Lefranc, préfet d'Indre-et-Loire. Nos visiteurs, tant français qu'étrangers, qui sont extrêmement nombreux, pourront ainsi voir d'une manière assez matérielle, ne serait-ce que par ce label présent dès l'entrée, que la sécurité justement de nos visiteurs est un de nos soucis essentiels. C'est un travail de spécialiste qui a été effectué par la gendarmerie nationale auprès du gestionnaire pour s'assurer que voilà, si un problème devait survenir, eh bien, tel mode d'action serait mis en œuvre pour justement réduire ce risque, interpeller des individus qui mettraient en situation d'insécurité les visiteurs qui seraient dans le château ou dans sa périphérie immédiate. Voilà, et pour toujours plus de sécurité, le préfet d'Indre-et-Loire vient d'interdire par arrêté préfectoral le survol des montgolfières au-dessus du château de Chenonceau. Si la température est clémente aujourd'hui, l'été cette année est souvent synonyme de grosse chaleur, avec la tentation de se rafraîchir coûte que coûte en se mettant à l'eau. En France, pourtant, un adulte sur 7 ne sait pas nager. C'est pourquoi depuis 15 ans, le département d'Indre-et-Loire met en place des cours de natation gratuits pour les enfants. Nouveauté cette année, ils peuvent apprendre tout en se familiarisant avec le milieu naturel. Reportage d'Audrey Champigny au plan d'eau de Bourgueil. Combinaison, bouée et planche sous le bras, c'est parti pour 1 heure de natation dans une eau à 25 degrés. Sous les conseils avisés d'Arthur, Louis, Timothée ou encore Chloé s'essayent à la synchronisation des mouvements tout en travaillant la respiration. Pour Lougan, qui avait peur de l'eau, l'épreuve est surmontée haut la main. En fait, j'aime bien être dans l'eau maintenant. Dans l'eau un peu, ouais. Ouais, quand il fait froid, moi. Mais moi j'aime bien. Avant, je pouvais pas y aller. J'avais peur de me noyer. Quand l'eau elle est chaude, c'est mieux, mais quand elle est froide. C'est en petit comité. Donc là, il y a 2 animateurs qui sont géniaux et ils peuvent s'en occuper les uns après les autres. Elle se plaît, elle est heureuse. En plus, elle se fait des amis et elle y va pas reculons. Hein, elle adore ça. Étoile de mer, grenouille, toutes les techniques sont bonnes pour apprendre à nager et surtout se familiariser avec l'eau, qui plus est en milieu naturel. Le but de J'apprends à nager, c'est de leur apprendre les bases afin qu'ils sachent se sauver tout seuls dans l'eau en cas de problème. Par exemple, s'ils tombent d'un bateau, qu'ils sachent rejoindre soit le bateau, soit le bord. Côté coulisses, les parents, pas peu fiers des exploits de leur progéniture. Il faisait un peu de natation à l'école, mais voilà, il a peur de mettre la tête sous l'eau, quelque chose de bizarre, alors qu'il est comme un poisson dans l'eau lorsqu'il s'agit de sauter, de faire des bêtises. Donc c'était vraiment pour lui dire, t'es capable de faire mieux que ça, de lâcher un peu tes mains, d'y aller sous l'eau, de prendre confiance. Et verdict pour Timothée après déjà 3 jours de leçons. Est-ce que tu sais nager maintenant ? Sûr ? Oui. Est-ce que tu arrives à mettre la tête sous l'eau alors maintenant ? Oui.
Comme un grand et tout, mettre la tête sous l'eau, t'as plus peur? Encore un peu. À l'initiative du département d'Indre-et-Loire, l'opération Nager Grandeur Nature propose plusieurs stages tout l'été sur les plans d'eau de Bourgueil, Château-Lavalière et Chemillé-sur-Indrois à raison de 10 heures de cours par semaine. C'est gratuit et à la rentrée, cela vous permettra de frimer auprès des copains à la piscine. La photo officielle du président de la République arrive dans les mairies et dans les services publics. En Indre-et-Loire, 400 exemplaires vont être distribués gracieusement par la préfecture. Une photo qui fait déjà polémique, le portrait est plus grand que celui de ses prédécesseurs. Aurélie Renaud. 273 mairies en Indre-et-Loire, 276 en Loire-et-Cher peuvent se procurer le portrait officiel du président via les préfectures. Appuyé à son bureau, le cliché est différent. D'abord par le choix du décor et de la mise en scène, mais surtout par sa dimension. Là, cette année, ce qui est particulier, et on alerte les mairies, c'est que le portrait du président de la République est un petit peu plus grand que celui de son prédécesseur. Donc, il faudra certainement changer quelques cadres dans les mairies. Question, les mairies et les services publics sont-ils obligés d'afficher la photo officielle du président une fois le bon cadre acheté ? Alors, la position du portrait du président de la République dans chaque mairie n'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il s'agit plutôt d'un usage républicain et vous le retrouverez généralement dans la salle des délibérations du conseil municipal. C'est assez drôle de voir justement les différents usages selon les mairies. Certains ont un couloir avec les portraits du président de la République depuis Charles de Gaulle. D'autres changent systématiquement le portrait du précédent président par le nouveau. Mais il y en a quand même beaucoup jusqu'à maintenant qui conservent tous les portraits. Et si les mairies reçoivent gracieusement le portrait du président de la République, les particuliers peuvent l'acquérir, mais ils doivent débourser 9 €. Voilà, et puis reprise de l'entraînement ce matin pour les joueuses du Chambray-Touraine Handball. Après une première saison plus que satisfaisante en LFH l'an dernier avec une 6e place, les filles de Guillaume Marquez sont à cœur de faire encore mieux avec, pourquoi pas en ligne de mire, une qualification pour une Coupe d'Europe. Après le départ de la capitaine Stella Baudouin et de l'internationale française Sophie Arbrecht partie à Brest, le club pourra compter sur 5 nouvelles recrues, dont 2 arrières droites, la portugaise Erika Tabares et la hongroise Simonetta Planeta, 1,98 m, qui devraient être des atouts majeurs. On écoute l'entraîneur et 2 de ses joueuses au micro d'Audrey Champigny. Je voulais rejoindre une équipe où je pourrais jouer. Et mon manager m'a parlé de Chambray qui cherchait une gauchère parce qu'il n'en avait pas la saison dernière. Et donc c'était une bonne opportunité pour moi parce que comme ça, je pourrais beaucoup jouer. On a bouleversé complètement ce poste d'arrière droit avec 2 profils complètement différents. Simonetta avec sa taille et sa capacité de vraiment shooter de loin, et puis Erika qui sera dans un style complètement différent avec beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, beaucoup de débordement, beaucoup de jeux à travers. Donc l'idée c'était de trouver de la complémentarité sur ce poste-là avec 2 gauchères, parce que ce qui a été compliqué pour nous l'année dernière. Donc on attend surtout qu'elle s'intègre le plus vite possible, qu'elle nous apporte sur ce côté-là et qu'on soit un peu plus équilibré dans le jeu. L'objectif personnel des filles, c'est déjà au moins de faire mieux que ce qu'on a fait la première année, donc arriver au moins 5e déjà. Je pense qu'on va essayer de jouer peut-être 2-3 coups en coupe. Manque de temps, horaire contraignant, aller chercher un colis à la poste est souvent un véritable casse-tête. Eh bien, un habitant d'Azel-Rideau pense avoir trouvé la solution. Une boîte à lettres au grand format capable de recevoir la plupart des colis. Il a déposé des brevets et vient de lancer la production. Florent Clavel. Elle a l'apparence des box que l'on trouve dans les consignes de gare, sauf qu'il s'agit bien d'une boîte aux lettres. Une partie pour le courrier, l'autre pour les colis. C'est parce qu'il en avait marre de faire des allers-retours à la poste pour son travail que son inventeur, plombier de formation, a décidé de créer cette boîte XXL. J'ai besoin d'aller dépanner un client, parallèlement j'attends une pièce, une livraison, et je ne peux pas rester coincé au bureau et perdre des heures de travail. Donc c'est très pratique de pouvoir recevoir son colis quand on n'est pas au bureau. Cette boîte aux lettres s'adresse donc aux petits artisans, mais pas seulement, aux particuliers aussi. Noël Bernard a déposé plusieurs brevets pour protéger son invention. Le secret de la Baleco réside dans son mécanisme de verrouillage qui lui a valu une médaille d'argent au concours Lépine. Un livreur qui vient chez vous peut ouvrir la porte,
pour déposer un colis. Ensuite, il va fermer la porte et surtout la verrouiller. Une fois qu'elle est verrouillée, le compartiment est utilisé et on ne peut plus le réouvrir. Noël Bernard a investi 60 000 € pour lancer la production de la Baleco. Il a trouvé un sous-traitant ici, à Nazelles-Négron. Actuellement, on a lancé une première série de boîtes d'une centaine de pièces, simplement. Par la suite, on aura un délai qui va tourner autour de 2-3 semaines, puisque l'atelier ici peut produire beaucoup plus de boîtes. En 2 mois, Noël Bernard a vendu une trentaine d'exemplaires de sa Baleco. Avec la progression de la vente en ligne, il espère pouvoir se faire une place sur le marché. Il se vend 2 millions de boîtes aux lettres chaque année en France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.